Bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Que ce soit comme recherchiste, scripteur, idéateur, producteur, chroniqueur culturel ou animateur sur certaines des plus grosses productions d'ici ou alors par son travail à la radio, mon invité de cette semaine a réalisé son rêve de petit garçon grâce à sa formation en communication média au Cégep de Jonquière, mais surtout en cherchant toujours à faire les choses différemment. C'est donc certainement pour cela qu'au sommet de sa carrière, il a décidé de prendre un virage qui l'amènera à devenir encore plus heureux. Fils d'un père professeur d'art plastique et d'une mère bibliothécaire, il est un ancien champion de génie en herbe. Pourtant, ce n'est qu'à l'âge de 3 ans qu'il a débuté à parler sans ne plus jamais avoir arrêté par la suite. Aussi auteur et propriétaire de 2 entreprises avec lesquelles il s'est donné pour mission de célébrer la vie sur mesure, il fait rayonner encore à sa façon différents humains significatifs pour plusieurs. Son objectif, relier les secondes, créer des moments, marquer les cœurs. Exactement ce que nous ferons, lui et moi, durant cette entrevue. Bienvenue à ce gars aussi talentueux et engagé que sympathique, Jean-Pierre Gravel. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Mon Dieu. Toute une présentation. Merci, Claudine. C'est vraiment gentil. Habituellement, les gens aiment bien mes présentations. Ben, c'est quelque chose. Je t'écoutais. J'étais comme, mon Dieu, c'est de moi qui parle. Tu pourrais quasiment m'engager. Je vais t'engager. Chaque fois que je me lève le matin, j'aimerais que tu me fasses une présentation comme ça. Ça doit bien partir. Ou dans une de tes entreprises, là, ben, parce qu'on va en parler, mais absolument. Vous faites ça, là, ce genre de ce que je viens de faire. Célébrer les gens, célébrer les humains. C'est en plein ce qu'on fait, t'as raison. Vraiment contente de te recevoir, Jean-Pierre, parce que ça fait plusieurs années qu'on s'était vus, mais on se voyait là, plus dans des premières. Dans des premières. Salut, bonjour. J'ai fait salut, bonjour à un moment donné. T'as animé. Salut, on bonjour. a le seul lien là. Oui, c'est ça exactement. Puis on se croisait là, dans certains événements médiatiques, etc. Et moi, d'emblée, quand je te voyais, même de par ton nom verbal, je me disais, c'est un gars des médias, mais je sentais chez toi un genre d'aura spirituelle. Je voyais déjà que je disais, ça, c'est un bon gars. C'est un gars centré sur ses émotions, près de ses émotions. Tu sais, parce que, tu sais, le monde des médias, c'est un monde beaucoup de paraître. C'est un monde... tu me diras si je me trompe, parce que tu as étudié là-dedans puis tu as quand même roulé ta bosse dans des grosses productions. Tu sais, c'est un monde de visuel, de présentation. Puis il y en a qui réussissent très bien à cacher ou à mettre de côté ce côté beaucoup plus vulnérable. Oui. Mais moi, je le voyais. Puis je me souviens, là, tellement comme c'était hier, possiblement un des derniers galas artistes que j'ai fait, possiblement toi aussi, je ne sais pas, dans les années. Puis je te voyais, puis tu étais là, puis tu étais debout, puis j'étais sur le coin de la rue, là, où ça se faisait. C'était-tu où? Oui, on était dans l'Olympia, ou c'était où? J'ai un petit blanc, mais dans le coin de l'Est, le Montréal-Est. Oui, oui. Puis t'étais là, je me souviens pas si t'étais là pour travailler ou pas, mais puis je te reconnaissais, puis je te connaissais un petit peu. Puis c'est à ce moment-là Qu'est-ce que tu as senti? Que j'ai senti ça, que j'ai dit, c'est un gars qui est... On a le goût de te connaître, on a le goût d'être ton ami ou de faire partie de ton entourage, ou t'es un gars qui a l'air près de tes émotions, puis je suis pas surprise quand je vois ton parcours de dire qu'à un moment donné, au sommet de ta carrière, puis tu le dis là, dans certaines entrevues, tu te dis, écoute, je t'ai rendu un vieux mononcle, tu sais, presque désillusionné, à chialer, grincheux, puis tu avais comme 30 quelques années à ce moment-là. 33 ans, tu sais, l'âge du Christ, comme on dit. Christ d'âge, on dirait donc. Mais tu sais, dans le sens que c'est jeune, 33 ans, pour déjà là avoir ce regard-là, puis avoir cette introspection-là. Fait que je m'étais pas trompée, là, du ça que je voyais. Ben, merci pour les bons mots que tu me partages. C'est particulier, cette époque-là. Je suis pas souvent revenu là-dessus et ça va faire... Ben, en fait, ça fait 10 ans. Je vais avoir 43 ans là, dans quelques mois. En effet, j'avais gravi les échelons. Tu l'as bien dit, d'abord derrière les caméras. J'ai commencé tranquillement à manifester cette envie-là d'être devant un micro. J'étais auprès de quelqu'un que tu connais, Julie Snyder, beaucoup plus gêné, 40 livres de moins. J'étais très, très dans mon cocon à cette époque-là. Tu me regardais, je rougissais.
Et elle m'avait répondu, ben non, Jean-Pierre, ce ne sera pas pour toi. Tu es trop gêné, tu es trop timide. Puis ça m'était vraiment resté en tête, mais j'ai une tête de cochon aussi. Puis je m'étais dit, non, je vais y arriver. Je vais y parvenir. J'ai commencé donc à Flash, le fameux micro jaune. Puis on se rapporte là, à l'époque, là, c'était l'icône des émissions culturelles. Flash, c'était quelque chose ça de... flashait. Oui, vraiment. Et ensuite, après 1 an, on m'a offert le poste de chroniqueur culturel à Salut Bonjour. Ensuite, la quotidienne de Star Academy en 2009 et ensuite d'animer Salut Bonjour Week-end de 2010 à 2012. Je me ramasse donc après cette expérience-là qui a été aigre-douce, si je suis transparent avec toi aujourd'hui, parce que ça a l'air que je suis quand même là pour ça. Première année de rêve qui se passe vraiment bien. J'ai du plaisir. Puis moi, on était venu me recruter en disant, ce côté-là, producteur, idéateur, on a besoin de ça. On veut que tu insuffles une espèce de vent nouveau à cette institution-là qui est Salut Bonjour. Écoute, Claudine, j'avais 29 ans. T'as un petit cul, là. C'est une grosse machine. C'est gros. Bonjour. C'est 8 heures de direct par fin de semaine, là. Ça roule. Quand ça commence, tu prends un grand respire et tu vas respirer de nouveau à 10 heures. Mais c'est un terrain de jeu qui est fabuleux. J'ai adoré ça, en particulier, donc, comme je l'évoquais, la première année. Ça a tellement bien été que durant cet été-là, entre donc 2011 et 2012, la vie amenant parfois des clins d'œil du destin, sur Facebook, une fille avec qui j'ai étudié met sa maison en vente en banlieue de Québec. Moi qui est beaucoup dans les demeures anciennes, j'aime l'architecture, j'aime le cachet, c'est une demeure neuve. Puis j'ai comme le réflexe de je vais aller la visiter. Je vais la visiter, puis je lui dis je vais l'acheter. Là, je suis en banlieue de Québec, Claudine, à Saint-Nicolas. Je connais personne là-bas, mais moi, je me dis je veux vraiment m'enraciner à Québec, développer cette émission-là, ce lien-là avec les gens de Québec pour Salut Bonjour. Et mes proches font mais qu'est-ce que tu fais là? Tu venais d'acheter un condo dans Saint-Henri, tu étais bien. Je dis non, il faut que j'écoute cette voix-là. Donc, j'ai déménagé. Et ça a été une année plus difficile. Une année où là, j'ai vraiment senti de plus en plus les limites de théoriquement, on veut que tu amènes des idées, mais le concret de la chose, c'est que cette locomotive-là roule depuis des décennies. Tu connais l'émission, toi aussi. Il n'y a pas vraiment... On ne veut pas trop changer la formule. C'est pas un terrain de jeu pour essayer beaucoup de choses. Donc, je me retrouvais en meeting de production avec une équipe que j'aimais, là. Je restais très, très près du réalisateur Stéphane, que j'adore. Que j'adore aussi. Stéphane, il est exceptionnel. Stéphane Portier, pas le nommer. Mais je me retrouvais à lancer des idées, puis que ce soit, non. Quand c'est à répétition, il y a quelque chose où tu fais, mais qu'est-ce que je fais ici? Il y a plein de gens qui peuvent animer, sans doute beaucoup mieux que moi. Faut que je puisse y mettre ma touche. C'est quand même pour ça qu'on m'a dit qu'on me choisissait au départ. Donc ça, c'est un sentiment, je me rappelle cet automne-là, qui a grandi. Je dois t'avouer aussi que je trouvais que pour une aussi grande émission, puis j'avais 30 ans là, rendu là, il y avait peu de feedback d'en haut. Okay. Moi, je suis quelqu'un qui a ses défauts, ses qualités, mais j'avais envie d'être coaché un peu. C'est la première fois que j'animais comme ça, là, c'est 8 heures de direct par semaine. Il y a peu de glace dans le système médiatique québécois où tu peux patiner autant. Là. Et il n'y avait pas vraiment d'écho d'en haut. J'ai lancé quelques perches avec peu de réponses. J'ai envie de dire aussi que il y a une partie qui m'incombe parce que j'ai peut-être pas accepté les règles du jeu, puis je vais te donner un exemple très précis. Moi, quand j'avais cet âge-là, 3, 4, 5, 6 ans, puis que je décide que c'est mon rêve, comme bien des petits gars, des petites filles, je me suis retrouvé, là, j'emprunte ton stylo, puis à être chez moi, puis à pratiquer mon autographe. Tu sais, quand j'allais être connu, j'allais donner mon autographe. Tu sais. Et je me rappelle la première fois où on m'a demandé mon autographe. C'était dans un métro, pas loin du Centre Bell. Je me rappelle que j'étais à caisse 4. Et je me rappelle à quel point j'ai eu un inconfort. Il y a 50% des gens donc, qui me reconnaissaient, donc ça m'intimidait beaucoup, le petit gars gêné dont je te parlais. Qui revenait. Là. Et il y a 50% des gens qui étaient comme, c'est qui lui? Donc ça me rendait mal à l'aise. Ça aussi, les deux côtés me rendaient profondément mal à l'aise. Et je me rappelle m'être dit, moi, je pourrais jamais être Véronique Cloutier. Là. Je pourrais pas être là-dedans. Ça m'interpelle pas. Donc, j'en arrive aux règles du jeu. Quand tu deviens aux commandes d'une émission comme celle-là, tu dois faire le jeu de l'autopromotion. Surtout à cette époque-là, je pense.
Ou d'être près des gens, d'accepter que les gens t'accostent. Ça m'allait bien. Jaser avec les gens et tout, c'était vraiment le truc notoriété de je veux ton autographe. Cette aura-là me parlait moins. Jaser avec les gens, ça a toujours été pour moi un bonheur. Donc, je me rappelle d'un exemple précis où le producteur de l'époque, à cette période-là, je fréquentais une jeune fille qui avait fait Occupation Double et on me disait hey, ben, on va faire un cover de revue avec vous deux, puis dans votre maison, puis c'est le rêve de plein de gens, Claudine. Mais j'ai dit non. Je disais, je me vois pas, on n'est pas fiancés, on n'a pas d'enfants ensemble, tout d'un coup. Ça fait pas si longtemps. En 2 mois, ça marche plus. Non? Je veux pas avoir l'air, en bon français, du player qui passe d'une fille à l'autre. C'est pas moi, j'ai des valeurs quand même, puis j'ai refusé. Tu ne refuses pas ça. On me l'a pas dit en ces mots-là, mais j'ai senti par après... On te l'a fait comprendre. J'ai été très peu invité dans d'autres émissions du réseau. Alors que tu le sais, normalement, on te la voit convergence, partout. ben oui. C'est la convergence, si je le comprends. Chez Québécois, ben oui. Ben, les gens doivent apprendre à te connaître, à être attachés à ta personnalité. C'est une bonne stratégie, soit dit en passant. C'est une bonne stratégie. Donc, à part avoir fait le tricheur, ce que j'ai adoré parce que je suis un grand fan de quiz, moi, je ne suis pas allé à l'époque à Ça finit bien la semaine. Je n'ai pas fait les 2 filles le matin. J'ai pas fait ces shows-là. Puis, c'est des années après, en ayant une espèce de prise de conscience, je me suis dit, ben, assume ta part de responsabilité, Gravel, au départ. Tu n'as pas voulu suivre les règles du jeu, donc on ne t'a pas déroulé le tapis rouge. Et c'est fair. Oui, dans la mesure, oui, aussi, ben, naturellement, les gestionnaires pensent comme ça. Mais derrière tout ça, il y a des humains aussi. Puis tu es allé à des écoles, tu t'as dit tout à l'heure, Julie Stander t'avait dit que c'est peut-être pas pour toi. Ce que je trouve un peu paradoxal là-dedans, c'est que tu as fait exactement ce qu'elle fait en tant qu'entrepreneur. Parce que quand on ne dit pas non à Julie Stander... Et elle s'est fait dire non dans ses débuts. Oui, puis tu peux pas... Julie Stander continue jusqu'à temps que tu lui dises oui. Absolument. Mais peut-être que c'était pour me tester aussi. Oui, peut-être. Moi, je ne l'ai pas pris comme quelque chose qui m'a offusqué. Non. Je me suis rappelé, je connaissais son parcours, évidemment, qui m'inspirait. Je me suis rappelé qu'elle s'était déjà fait dire non, puis je voyais où elle était rendue. Je me disais, je vais faire mon chemin, moi aussi. Oui, parce que c'est allé quand même à des écoles, des bonnes écoles avec des gens chevronnés du milieu. En 5 ans de Julie. Oui, l'école Julie, ben, puis il y a eu l'école québécoise, l'école, c'est quand même des, Salut Bonjour, Star Academy, c'est toute une machine à rouler, ça. Oui. Puis derrière les caméras, écoute, j'ai été sur La Voix, moi j'ai été juge aux pré-auditions de La Voix. Donc nous, on fait pas tourner nos chaises et nos sièges, mais c'est là où il y a l'espèce de grand privilège d'avoir un premier verdict sur les gens qui, littéralement, là, quand tu chantes, tu te mets à nu devant les gens. C'est très, très, très intime, la voix de quelqu'un. Fait que oui, j'ai eu ce grand privilège-là d'être sur plusieurs grosses productions, d'apprendre, de tisser des liens. Le côté humain dans ce milieu-là n'est pas toujours évident. On en parlait hors d'onde avant d'entrer dans ton podcast. Je trouve que c'est un milieu qui est excessivement politique. Être vu avec les bonnes personnes, être vu sur les tapis rouges, suivre les règles, notamment celles que j'évoquais. Pas trop émettre ton opinion. Ça se peut qu'il y ait parfois une commande qui est passée en ce sens. Moi, je suis quelqu'un qui est très, je pense que je vais dire intègre. C'est difficile pour moi de me faire dire quelque chose auquel je ne pense pas. C'est difficile de me faire aimer des gens avec qui je sens que le contact ne passe pas. Et c'est très normal, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Puis je répondais toujours à ça, ou en tout cas, je me le disais à moi-même. Claudine, si j'avais voulu aller en politique, je serais allé en politique. J'ai des valeurs, j'ai une grande gueule. Les gens ne connaissent pas ce côté-là parce que je suis le petit gars propre de Salut Bonjour, qui a une barbe un peu plus longue. Ça n'aurait jamais été possible à l'époque. Amène-moi dans un coin avec des questions. Puis d'ailleurs, c'est une des choses que je t'ai dites en arrivant. Tu me poses n'importe quoi. Moi, j'adore ça. Fait que ce côté-là de représentation. Oui, c'est ça. Qui n'est pas tout à fait... Moi, je ne suis pas un chanteur. Je ne suis pas un acteur qui est en représentation. Je suis un animateur. Et pour moi, les animateurs ne sont pas en représentation. Tu es là pour mettre l'autre en valeur. Donc, il faut que tu aies une curiosité, un côté humain, évidemment. Mais c'est pas toi là, qui fais un show. Là. Non, puis c'est ça. Puis c'est ça. Fait qu'il faut vraiment avoir ça parce que... Toi, tu voulais ça depuis que tu étais tout petit parce que tu avais un regard de ce que... Parce que tu disais, je vais aller dans la télévision. Oui, je la pointais. Oui, c'est ça. Puis tu es allé faire ta formation pour le faire
À Jonquière, t'étais pas un gars. T'es-tu un gars du Saguenay? Hey, moi, je suis un gars de l'autre bord. Je suis un gars d'Amos en Abitibi. OK. Fait que j'avais aucune espèce de contact dans ce milieu-là. Et là, secondaire 3, Claudine, moi, je vais voir l'orienteur. Et moi, je sais que je veux faire art et technologie des médias. C'est la meilleure école de com. Y a-t-il quelque chose que je peux faire en secondaire 3 pour accélérer le pas? Puis il me dit, tu vas prendre ton gaz égal, aller t'asseoir, puis attendre 2 ans. C'est en secondaire 5 ça se passe. Fait que ça te montre déjà l'esprit que j'avais. Puis on dirait que j'ai comme été dans une bulle parce que quand finalement j'ai été accepté, je me rappelle d'avoir reçu la lettre, là j'ai réalisé que je partais d'Amos pour aller à Jonquière et dans ma tête, puis j'adore les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d'Abitibi-Témiscamingue, mais dans ma tête, j'étais comme, je ne vais pas partir d'une petite place pour aller dans une petite place. Moi, je vais aller dans Granville. Ma sœur est à Montréal. Fait que ça a été 3 ans là-bas où je suis arrivé un peu de reculons, puis ça a duré 2 jours. Après, ça a été 3 des plus belles années de ma vie. J'ai capoté sur ce parcours-là. J'ai tissé des liens, des amitiés dont certaines sont encore là. Oui, puis il y en a plusieurs qui viennent de là, qui sont dans les médias, qui viennent du Saguenay et puis qui ont passé par cette école-là. Énormément à ATM, c'est très, très reconnu. D'ailleurs, celle avec qui j'ai été à Salut Bonjour, qui m'a succédé à Salut Bonjour Week-end, Eve-Marie Lortie, fait ATM aussi. Laurent Paquin, très bon animateur. Laurent, on le connaît comme humoriste, mais lui, il voulait se diriger vers la radio à une certaine époque. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont fait ce parcours-là. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, qui fait que tu as pu justement, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tu es arrivé, tu disais, regarde, avec 9 ans, tu étais à Salut Bonjour, tout ça. Qu'est-ce que tu avais de particulier qui a fait en sorte qu'ils sont allés te chercher toi? Ça, moi, je peux pas répondre pour eux. Je vais te donner un exemple de ma jeunesse et tu vas comprendre que c'est la réponse que je t'offre. Je suis le 3e chez moi, le plus jeune. Mon frère a voulu un chien, mes parents ont dit non. Ma sœur a voulu un chien, mes parents ont dit non. Moi, j'ai voulu un chien, mes parents ont dit non. Tantôt, tu dis, on dit pas non à Julie Snyder. J'ai ce côté-là de si je veux quelque chose, puis là, je te regarde. Torse-toi. Je vais le faire en tout respect, mais j'ai une persévérance, une détermination. Je ne sais pas toujours d'où ça vient. Alors, je reviens à l'exemple du chien. Je me dis dans ma tête de petit gars de 12 ans, qu'est-ce que je vais faire pour qu'on l'ait toute la famille, ce chien-là? Et la vie des fois en voyant des clins d'œil, j'ai 2 cousines qui demeurent directement derrière chez moi, qui ont une belle chienne qui devient enceinte. Je vais voir mes parents, je dis, c'est un signe, Zoé va avoir des chiots. Ils font comme, ouais, non, bon, c'est pas pour nous, pour plein de raisons. Alors, pendant, je pense, ces 3 mois, je prenais un petit papier, j'écrivais là-dessus à la main une raison pour laquelle je devais avoir un chien et je mettais ça sous l'oreiller de mes parents 1 fois par semaine. C'est de la cruauté! Fait que tu comprends bien que mon père n'était plus capable là, d'arriver, puis là, il a dit, encore un message. Je pense qu'à quelque part... Ils ont compris que c'était important pour toi. Ils percevaient à quel point il y avait une détermination puis une originalité pour parvenir à mes fins. Claudine, on l'a eu. On a eu Whisky, qui a fait le bonheur de toute la famille pendant 16 ans, en particulier mes parents. Ouais. Est-ce que j'ai tenu toutes mes petites promesses qui étaient sur mes papiers? Peut-être pas. Peut-être pas, mais il a vraiment fait le bonheur de notre famille. Moi, j'ai eu cette opportunité-là d'enseigner pendant une session au Collège de radio-télévision à Québec, dans mes années à Salut Bonjour. Mon cours, c'était technique d'entrevue. Et c'était super parce que mon cours était le lundi. Et ce que je disais à mes étudiants et étudiantes, c'est le dimanche à Salut Bonjour Week-end, j'ai une entrevue de 45 minutes avec un artiste. Vous allez la regarder, l'étudier, puis me revenir avec mon bulletin le lendemain. Qu'est-ce que j'ai bien fait, mais surtout, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que vous auriez fait de façon différente? Fait que c'était exceptionnel pour eux d'avoir quelqu'un qui avait les 2 pieds dedans et pour moi d'avoir du feedback. Tu sais. Et cette question-là revenait toujours. Pourquoi toi, tu as eu cette chance-là? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour être remarqués? Et je partais d'exemples comme celui du chien Whisky pour dire, trouvez votre façon d'avoir votre couleur, de vous démarquer et d'être capable de passer par-dessus un nom puis qu'il devienne à la limite ce nom-là comme un tremplin. D'être persévérant. Puis souvent, ils disent, c'est après le 3e nom que ça commence à bouger. Puis, puis on se ressemble. Moi, ma mère m'appelait Mordicus. Je lâchais pas le morceau. Vraiment. Ça, je me reconnais dans ce que tu dis. Puis dans ta vision entrepreneuriale. Oui, aussi, effectivement. Puis effectivement, j'ai un projet. Je n'attendrai pas après personne pour le faire. Puis effectivement, c'est ce qui va souvent
démarquer ceux qui vont arriver à leur fin. Oui. Parce que parfois, c'est une question de talent, mais il y en a plein d'autres personnes qui ont du talent, parfois même plus. Vraiment. Mais sauf qu'il manque des fois de la persévérance, où ils vont s'incliner davantage, où ils vont... puis justement, où ils vont se faire dire par quelqu'un, écoute, c'est pas pour toi, puis ils vont accepter. Ils vont prendre ça pour du cash. Oui, exactement. Ils vont dire, ben, regarde, si elle dit que c'est pas pour moi, je vais aller faire d'autres choses. Oui, il y a ça, puis il y a... Tu sais, avec l'exemple d'autographe que je te donnais, j'ai réalisé que moi, je ne serais pas une vedette parce que ce chemin-là n'était pas pour moi, que j'étais mal à l'aise, que je me sentais comme un petit garçon pas bien. Mais j'ai quand même toujours cru que pour te démarquer au Québec et que les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices associent ton visage à ton nom, il fallait que tu aies ta couleur. Véronique Cloutier fait des variétés. Elle le fait bien depuis toujours et il n'y a personne qui a cette aisance-là. Julie Snyder va nous surprendre, va sortir du cadre, va créer un moment, va faire quelque chose de foufou, tout en étant quelqu'un de très, très préparé. Là, je le dis, si elle est capable de faire ça, c'est parce qu'elle maîtrise ses dossiers de recherche sur le bout de ses doigts. Patrice Lécuyer va animer des quiz. Normand Brathwaite va être associé à la musique. Je pense que l'humain, le cerveau, le cœur a besoin de... C'est pas toujours heureux, mais de mettre ces personnalités-là dans une case, à tout le moins d'être rassuré de si j'embarque dans l'aventure, voici ce qui m'attend. Et moi, je me disais, mais ça va être quoi ma couleur? Et je l'ai trouvé après. Quand j'étais à Salut Bonjour Week-end, je te disais, on faisait souvent mes idées. Il y en a une qui a passé, qui était dans mes premières, qui me tenait infiniment à cœur. Personne ne se rappelle de ça, sauf l'ami Stéphane Fortier et moi, et peut-être la belle gang de recherchistes. Ça s'appelait l'employé du mois. Donc, on invitait les gens à la maison à nous écrire pour nous parler d'un employé qui faisait une différence. Et on allait le souligner via déjà un petit moment de bonheur, créer un topo qu'on présentait à l'émission. Et toute l'équipe voyait quand je faisais ça, j'avais toujours les yeux brillants, mais là, il y avait une petite étoile de plus. Ça, c'était ma couleur. Ma couleur, c'était d'arriver à faire des moments de bonheur. Dans un courant télévisuel, et tu vas sans doute être d'accord avec moi, le bonheur, il y avait une seule personne qui en faisait, puis c'était Chantal Lacroix. Elle le faisait bien. Oui. Elle avait développé son équation, puis c'est pas du tout réducteur. Non. Il y a quelqu'un qu'on va appeler une victime qui vit quelque chose de difficile, qui a besoin d'un grand bien matériel pour changer sa vie. Moi, c'était pas ça. C'était d'essayer de convaincre, puis on y arrivera peut-être, je l'ai fait avec la direction de TVA, avec le missionnaire.tv, mon émission des années après, c'était de convaincre les hauts dirigeants, dirigeantes qui allaient avoir des gens à l'écoute, même s'il n'y avait pas de cadeau matériel, qu'il n'y avait pas de grand drame et de pathos nécessairement. Puis que c'était des inconnus. Et que c'était des inconnus. Un des grands combats de ma vie, je suis encore les 2 pieds là-dedans actuellement parce que oui, je veux refaire de la télé. Si j'ai cette couleur-là que je t'évoque, qui ça, humblement, c'est quelque chose qui m'appartient. Que j'ai développé, mais on me répète toujours que les gens n'ont pas d'intérêt à voir des gens comme eux, donc on va dire monsieur, madame, tout le monde, mais encore une fois, c'est pas du tout péjoratif. Ils sont souvent beaucoup plus intéressants que nos vedettes. J'aime nos vedettes, là, mais c'est le fun des fois d'entendre du nouveau. Et on me répète que les gens n'ont pas d'intérêt pour ça, puis moi, je n'y crois pas. Ben non, puis moi, je dirais à ces gens-là d'écouter mon podcast qui s'en vient avec Chantal Simard, qui est une dame du Lac-Saint-Jean qui fait des recettes, qui a 70 000 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Ben oui. Et écoute, j'ai fait un live avec elle. En 3 minutes, il y avait 600 personnes en ligne. Alors, je pense que de plus en plus, les gens veulent avoir des gens qui leur ressemblent. Je pensais que la pandémie avait amené ça. Tu te rappelles, on a vu plus de scientifiques, notamment... Puis on dit, oh mon Dieu, ça fait du bien, on donne la parole à des gens qu'on ne voit pas toujours. Tu parles d'un ancien chroniqueur culturel, je vais toujours aimer nos vedettes, mais on les a vus tout faire. Ça n'enlève pas le divertissement. Là. Tu sais, je veux dire, on les a vus, là, à la limite, manger une crème glacée en faisant du pédalo sur une allée de bowling, et j'exagère à peine, on les a vus tout faire. Il me semble qu'on est rendu à avoir une place, une petite place. Je ne demande pas à enlever toutes les émissions, mais on peut en avoir une ou deux avec autre chose. Pour monsieur, madame, tout le monde qui vont... Puis on nous dit toujours, s'il y a ça, il faut que ce soit animé par une grande vedette qui va drainer la curiosité, la cote d'écoute de départ. Faudrait qu'il y ait un gros cadeau matériel. Il faudrait avoir un commanditaire, c'est un char, c'est une maison,
il me semble qu'on est tellement rendu ailleurs. Fait que c'est le bâton de pèlerin chaque fois. Puis je leur en tiens pas rigueur. Non, c'est une grosse mentalité à changer. Je reviens pas chez moi en maudit, en sacrant. Non. Oui, des fois, je le cache pas, il y a du découragement, il y a de la peine. Il peut avoir un petit 15 minutes de tabarouette. Je peux pas croire encore. Mais je ferais pas écho puis je serais pas fidèle à ce que je t'ai dit tantôt si j'arrêtais. J'ai encore une énergie en moi pour continuer puis dire bon, ben, on m'a dit non, il faut que je cogne à une autre porte. Mais j'ai pas encore trouvé cette fameuse prochaine porte-là, Claudia. Porte-là qui va. Mais non, parce que c'est une philosophie à changer, puis il y a toujours des revenus publicitaires aussi là-dedans. Tu as des revenus. C'est ça. Mais dis-moi oui, là, en tant que productrice ou diffuseur, j'ai des partenariats avec mes entreprises, avec des entreprises, des Desjardins et autres depuis longtemps. Si tu me dis oui, mais faudrait que tu nous aides au secteur créativité média à trouver des entreprises, Gamma même rouler les manches puis appeler, puis à pas me faire dire non. Les partenaires qui croient à nos projets, il y en a. Il y en a sur le terrain, c'est sûr et certain. Donc, d'aller les chercher. Mais il y a une philosophie encore, on dirait, mais moi, je trouve que tu es visionnaire parce que justement, avant la pandémie, puis la pandémie nous l'a dit encore plus que des gens qui ont... tu sais, je pense à Christian-Marc Gendron qui a été tellement dans le milieu, qui est tellement derrière des vedettes. Puis juste en faisant ça sur les réseaux sociaux, d'exprimer, de faire ce qu'il faisait mieux, chanter avec sa polyvalence, avec Manon et tout ça. Puis aujourd'hui, je veux dire, au lieu d'être derrière les gens, il brille. Il vient de sortir son autobiographie. Écoute. On est ailleurs. Mais donc, les gens veulent, mais les gens, il y a eu des gens pour l'écouter. Vous allez, voyons donc, il chante donc bien, lui, c'est bien. Tu sais, bon, tu vas dire, il était déjà dans le milieu, mais il n'était pas connu vraiment. Il était beaucoup moins connu. Mais, tu sais, tous ces professeurs-là, concierges-là, comptables-là, notaires-là, tu sais, de dire, ben, tous les notaires ont des bas bruns. Il y a des notaires exceptionnels qui ont des histoires à raconter. J'ai reçu un comptable Père Noël, moi. Tu sais, et... Je fais ça à l'année. C'est une conviction profonde pour moi que chaque humain a une histoire intéressante à raconter. Il suffit de tendre l'oreille. C'est un travail de recherchiste. J'ai été recherchiste pendant 5 ans. On va en trouver des gens qui ont quelque chose, qui ont l'œil qui brille à la caméra puis qui vont être rafraîchissants pour les gens à la maison, qui adorent toutes les vedettes qu'on évoque depuis tantôt, mais que ça les dérangerait peut-être pas de sauter de ce qui ou de s'identifier davantage. De dire, ben elle aussi, elle a vécu ça. Elle aussi a fait ça. Hey, j'ai le goût. Donc ça, qu'est-ce qu'à sa retraite, elle a décidé de faire ça. Donc, effectivement, c'est de s'identifier plus facilement. Et donc, tu as fait un virage qui est arrivé comment? C'est parce que c'est quand même de renoncer à quelque chose. Parce que tu aurais pu frapper à d'autres portes, des offres. Sûrement que... Moi, là, je suis toujours transparent. J'ai jamais dit, par exemple, j'ai quitté ce milieu. J'ai toujours dit que c'était une décision commune. C'est-à-dire que moi, pour Salut Bonjour Week-end, c'était un contrat de 2 ans. Il n'a pas été renouvelé à la fin de la 2e année et je n'avais pas l'intention de le renouveler. J'avais parlé à ma productrice, ce que je t'évoquais tantôt. J'exprimais que j'étais moins heureux. Je n'étais peut-être pas la bonne personne au bon endroit pour ce poste-là. J'aurais pu complètement aller frapper à d'autres portes. Ça a commencé par aller derrière la caméra. J'ai été producteur au contenu de l'émission Un air de famille qui était Patrice Lécuyer à Radio-Canada. Des familles de gens pas connus encore. Bon, tu me diras qu'il y avait un animateur connu, mais qui venait chanter. Et après, la force des choses m'a amené à Rythme FM pour réaliser l'émission du matin avec des gens que vous connaissez, des José Boudreau, Grégory Richard, Stéphane Richard. C'est eux qui m'ont surnommé le missionnaire. Parce que j'aime aider les gens, parce que j'aime voyager, puis ils m'ont dit « Hey, tu réalises le show, ce serait bien fou de ne pas te donner une chronique. C'est ça que tu fais de ta vie. Le vendredi, tu as 5 minutes. Fais donc ce que tu veux. » On se fait pas dire ça souvent dans le métier. Et ils ont décidé de m'appeler le missionnaire. Donc, on réalisait le rêve d'un auditeur ou d'une auditrice chaque vendredi matin. Ça m'interpellait beaucoup. José m'a dit « Hey, les joues de bris, quand tu fais ça, Gravel, faut que tu fasses plus. » Puis je me rappelle y avoir dit « Voyons, je ne veux pas lâcher ça pour devenir missionnaire, tu sais. » Jusqu'à ce que je me pose une question de 2 mots qu'on ne se lance pas assez souvent dans la vie, qui est « Pourquoi pas? » J'ai donné ma démission. J'ai fait une fausse carte d'affaires. Moi, tu l'as dit tantôt, là, j'ai un papa professeur, maman bibliothécaire, pas d'entrepreneur de ma famille. Non. Pas d'études là-dedans non plus, pas en tout. Il y avait ma grosse passe, c'était écrit Jean-Pierre Gravel, le missionnaire, et derrière, il y avait une citation. Elle était en anglais parce que je n'avais pas trouvé le vrai bon équivalent en français. Et ça disait quelque chose comme « Si tu apprenais que tu étais en train de mourir, est-ce que tu ferais, Claudine, les choses différemment?
Est-ce que tu essaierais plus? Est-ce que tu aimerais plus? J'ai des petites nouvelles pour toi. C'est ce qui est en train de t'arriver. C'est tous en train de nous arriver. Mhm. Et la personne à qui j'ai choisi de remettre cette carte-là, de cogner à sa porte, c'est Danielle Henkel, OK. qui était dans l'œil du dragon à l'époque, que j'avais rencontré dans une entrevue très courtement. Elle m'a reçu à son bureau, elle m'a écouté pendant 5 minutes. J'avais l'impression justement d'être dans l'œil du dragon, les mains moites, très, très nerveux. Et Mme Henkel s'est levée, puis elle a fait « Ce serait un honneur d'être votre mentor, M. Gravel. » Je suis pincé, voyons. Et donc, pendant les 6 premiers mois, j'ai lancé le missionnaire. La mission demeurait la même, donc réaliser les rêves des gens du grand public. On avait des partenariats hebdomadaires avec des entreprises très, très connues qui voyaient là une nouvelle façon en 2014 de faire du marketing. Recul, là, il y a 10 ans, on voyait moins ça, du marketing positif, puis on racontait le moment à la radio. Puis Danielle, ce qu'elle m'offrait, quand je suis allé sur le site lesaffaires.com et que j'ai appelé les directeurs, directrices marketing des 500 plus grandes entreprises, ils voulaient tout raccrocher. Donc, c'est quoi ça? Mais quand je disais « Ah, ben la mentor, c'est Danielle Henkel », je sentais l'oreille s'ouvrir un peu plus. Et ça a fonctionné. Donc, l'entreprise a duré 5 fois plus longtemps que ce que mes plus proches chums prédisaient, 5 ans au lieu de 0. Ils disaient « Tu vas perdre ta blonde, ton condo, tu vas tout perdre. » Et donc, il y a eu ces partenariats-là. Il y a eu un premier livre. J'ai fait le tour des 17 régions du Québec en 17 semaines, seul dans mon char, pour poser une question aux inconnus qui croisaient ma route. Hormis la naissance d'un enfant ou un mariage qui sont des classiques, c'est quoi le moment le plus précieux de ta vie? Pas nécessairement le plus heureux, le plus précieux. On a fait un show télé, le missionnaire.tv, qui est allé sur 4 continents grâce à TV5 Monde. Le gars se pinçait beaucoup la ventre. Et j'ai même fait un spectacle sur scène, produit au départ par Louis Morissette. Donc, 5 ans de projet fou. Et là, à un moment donné, je m'avoue que, écoute, ben, il n'y a pas d'expansion dans le monde d'une entreprise qui s'appelle le missionnaire le gros. Là. J'ai pris un petit pas de recul pendant quelques mois pour réfléchir et la nouvelle mission, la nouvelle entreprise est arrivée, s'est imposée d'elle-même. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu fais humblement bien? Parce que c'est ça qu'ils disent l'ikigai. Hein? Tu sais, les 3 cercles qui se rejoignent, dis-je bien, dans le milieu, ils appellent ça l'ikigai. Fais quelque chose que tu aimes, fais quelque chose dont le monde a besoin et fais quelque chose dans lequel tu es bon. Ça, c'est l'ikigai. Quand tu réussis à trouver une mission de vie qui est au centre de ces 3 cercles-là. Et je me suis dit, moi, c'est de créer des moments de bonheur sur mesure pour les gens. Et le nom est arrivé, Département des moments, parce que là, c'était aussi Department of Moments et que je voyais le chemin éventuellement vers l'étranger, puis je le vois encore. Oui, c'est ça, ça fait partie de tes... Et là est venu justement te créer ça. Il y a la tablée des moments aussi. Oui, qui est la deuxième entreprise. Qui est la deuxième entreprise. Fait que là, mettons, Département des moments, on s'est lancé en juin 2019. Puis je dis je me suis vraiment lancé tout seul. On dirait que j'ose jamais dire ça, mais il faut s'assumer dans la vie. Et là, je voulais tout faire, autant pour les particuliers que les entreprises. Donc, tous les moments. Sauf des mariages. Je me dis, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Retraite, anniversaire, tout. Et pour les entreprises, accueillir des nouveaux joueurs, des départs à la retraite aussi, etc., des années de service. Bon. Là, pendant 4 ans, c'est énorme. En plus qu'il y a eu 2 ans de pandémie là-dedans, fait qu'oublie ça de faire des moments puis de l'événementiel. Et là, les proches commencent à me dire, on l'aime beaucoup ton entreprise, mais ton offre de service est trop vaste. Ça devient un obstacle pour toi. Donc, dans les derniers mois, j'ai centralisé ça. Nous, notre mission, c'est de célébrer la vie, de créer des rituels sur mesure et on le fait en 3 volets. Donc, pour un départ, en lieu et place des funérailles traditionnelles, sachant qu'il y a 2 tiers des Québécois qui sont plus interpellés par ce, j'ai envie de dire, ce combo-là, église plus salon. On le fait après un départ, en mode commémoratif, peu importe ça fait combien de temps que l'être cher est parti, et on le fait avant. Oui, avant, ça peut être pour quelqu'un qui est aux prises avec une maladie. On a un partenariat avec la Fondation québécoise du cancer. On leur remet des sous chaque fois. Ça peut être quelqu'un en soins palliatifs, mais ça peut être un humain qui est en parfaite santé et qui veut expérimenter ça de son vivant. Donc là, ça englobe un peu ce que je faisais. On le fait pour des retraites, on célèbre la vie de quelqu'un, pour des anniversaires, etc. Donc, tout le monde peut avoir un moment de bonheur personnalisé. La deuxième entreprise que tu évoques s'appelle la tablée des moments. Les gens auront compris avec le nom que c'est la petite cousine de la première. Ça vient de loin. Aux États-Unis, fin des années 90, début 2000, il y a une entreprise qui vient au monde qui s'appelle Outstanding in the Field.
des immenses tablées blanches dans des lieux magiques dans les divers États américains. Puis je trouve ça beau, Claudine. Ça a l'air le fun. Je fais même imprimer certaines photos qui, encore à l'heure actuelle, sont affichées sur un mur chez moi là, pour les voir tout le temps. Et je me dis, un jour, je vais faire quelque chose par rapport à ça. Mais au Québec, quand on arrive avec des projets, on veut y mettre notre couleur, puis on veut idéalement bonifier ce qui est déjà là. Donc, depuis la dernière année est née la tablée des moments. On a aussi une longue tablée blanche dans un lieu magique. Ce qu'on ajoute, il y a un artiste connu qui sera là, mystère. Donc, toi, quand tu achètes une paire de billets, tu sais la ville où sera le lieu, mais tu vas découvrir l'endroit 48 heures seulement avant. Donc, il y a la notion de mystère. Tu vas découvrir en arrivant qui est la chanteuse ou le chanteur connu qui est là. On a eu des Stéphanie Bédard, des Marie-Hélène Thibert, des Ima. Et tu as un chef, idéalement local, qui fait la part belle aux produits locaux. Lui aussi, tu vas le découvrir seulement sur place. Donc, toi, tu as choisi repas régulier ou repas végétarien. Donc, tu arrives, tu as ce cocktail-là avec des chansons de notre artiste invité. Et pendant les 3, 4, 5 services, je vais animer le début de chacun de ces services-là avec des textes inédits, poignants, touchants pour les gens. Et notre engagement, c'est si tu achètes une paire de billets puis tu remplis notre petit formulaire qui est le fun à faire, on va offrir une attention personnalisée gratuitement à ton invité. Fait que ces gens-là, tu arrives avec ta mère, ton chum, ta collègue, peu importe, ils ne savent pas trop où ils viennent, découvrent ça qui est donc festif, qui est humain. Et pendant la soirée, disséminé à travers les services, on offre ces moments-là. Ça peut être grâce à notre artiste. Donc, la chanson sur laquelle tu as rencontré ton partenaire de vie. Ça peut être une lettre d'un professeur marquant qui est caché sous ta chaise parce que chaque place est numérotée avec des lettres de Scrabble. C'est très, très joli. Ça peut être, écoute, on est en train de manger, toi et moi, il y a quelqu'un qui te cogne dans ton dos, tu te retournes et c'est une amie du secondaire perdue de vue que tu n'as pas vue depuis 20 ans. Ou un dernier exemple, un homme qui m'écrit et qui dit « Moi, ça fait 34 ans que je suis marié. Lors de la tablée, je veux redemander ma femme en mariage, mais moi, je ne veux pas le faire à la table devant tout le monde. Pouvez-vous m'aider? » Ben, où on était, sous le saule pleureur, juste à côté, il y a un petit étang. Alors, il y avait une bouteille à la mer où on a mis le message manuscrit du monsieur. À un certain moment, prend la main de sa femme. C'est un soir de pleine lune, ça ne s'invente pas, les photos sont magnifiques. Il s'assoit, intime, sort la bouteille, lui fait sa grande demande. Je vous vends le punch. Elle a dit oui. Et en revenant à la table, ben, en quelques mots, on explique ce qui vient d'arriver et ils sont évidemment applaudis. Donc, même, j'ai envie de dire, même si tu n'as pas rempli le formulaire et que tu n'as pas ton moment à toi, dans les chansons, dans ce que tu vis, dans la bouffe qui est délicieuse, dans le fait qu'on est entre 84 et 120 personnes, c'est quand même intime, mais tu as l'effet visuel qui est comme wow. un gros mariage. Ben, tu as un mariage... Oui. De nos jours, c'est un grand mariage. Oui, mais le poil va te lever. Oui. Le poil te lève parce que tu es comme, hey, mais c'est donc bien touchant. Puis il y a des numéros de téléphone qui s'échangent, il y a des nouvelles amitiés qui sont créées. Ça me parle beaucoup. Et notre modèle d'affaires pour la prochaine année, c'est de s'associer à, par exemple, des fondations qui peuvent monter le prix des billets parce qu'ils peuvent émettre des reçus d'impôts. Et donc, nous, il y a une partie des profits qui est remis à la fondation. Donc, on fait du bien de 2 façons. Fait que la tablée, c'est la plus jeune des 2 entreprises. Puis pour ouvrir mon jeu, t'enquête devant toi, l'année prochaine, j'aimerais en faire entre 4 et 6. Ensuite, entre 8 et 10. Et ensuite, entre 10 et 12, une par mois. Donc, évidemment, à l'intérieur, au départ, pendant l'hiver. Une par mois. Pour vraiment avoir des thèmes, pour que les gens puissent être interpellés. Puis tu as vu les photos sur notre page Instagram. Ah oui, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Puis naturellement, on n'enlève pas tout l'aspect médiatique, puis organisation, puis justement événementiel du gars non plus. Là. Tu peux sortir le gars de la TV, mais tu ne sortiras pas à la TV, puis tout ce qui vient avec du gars. Là. Je peux pas. Ce côté-là, animation, je le retrouve justement en animant ces tablés-là. C'est facile pour moi, c'est le fun de pouvoir regarder les gens dans les yeux. Ce contact-là est encore plus facile parce que c'est pas les gens sont l'autre bord de la caméra, sont 1 million à t'écouter ou à te regarder. Là. C'est là t'es devant. Puis réalises-tu qu'en réalité, tu te fais plaisir en tant qu'entrepreneur, puis tu réalises ce qu'on t'empêchait un petit peu de faire? Parce que là, tu produis, tu dis, ben, tu sais, j'organise ça, mais tu produis, tu sais, c'est presque des shows de TV que tu produis, là, je veux dire, en live, là, avec des gens, quand tu crées ces moments-là, avec ces 100 invités-là. Tu fais bien de le dire parce que j'ai aussi un concept avec la tablée que je voudrais avoir en show de télé
qui avait été en plus accepté en 2019 par un gros producteur. Puis finalement, c'est tombé pour plein de raisons. Fait que j'ai encore ce bâton de pèlerin-là, mais tu as raison. Puis j'ai envie d'ajouter à ce que tu dis qu'il y a une part très, très égoïste. Tu sais, on disait que j'avais choisi de devenir entrepreneur dans le domaine du bonheur parce que j'étais le vieux mononcle grincheux. Puis mon pari, c'était de dire, si je répands du bonheur autour de moi, logiquement, si je fais bien ma job, ça va me rejaillir dessus. Donc, il y a quelque chose de très, très égoïste. Tu sais, quand les gens, j'ai le privilège qui me disaient, t'es donc bien inspirant. Merci, mais je ne cache pas que je reçois autant que je donne. Moi, c'est ça... Qui te nourrit plus. C'est ça qui me nourrit, puis c'est ça qui enlève le côté là, plus grincheux. Je grinche beaucoup moins. Et quand je sens que ce... Plus authentique. Ben, peut-être. Puis quand je sens que ce grinchage-là revient, c'est un signe que, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas créé une cérémonie ou un moment. Il faut que je m'y remette. C'est ça mon cue, c'est ça ma talle en bon français. Qu'est-ce que tu as vécu qui est venu, mettons, peut-être un événement un petit peu plus particulier ou un moment qui est venu vraiment te chercher puis te dit, écoute, moi, je suis vraiment content d'avoir amené ça. Ouais, c'est sûr qu'il doit en avoir plusieurs, mais y en a-tu un qui est venu te chercher plus particulièrement? C'est drôle. Quand tu as commencé ta question, c'est pas là que je pensais où tu allais, je vais le dire. Fait qu'avant de répondre à ça, je vais répondre, même si tu n'as pas posé cette question-là. Puis c'est quelque chose dont je pense pas que j'ai parlé. Il y a quand même eu un moment vers 2013, 2012-2013, qui m'a aussi incité à quitter ce milieu-là puis à aller vers ma voie entrepreneuriale. C'est une expérience télévisuelle où je suis derrière les caméras qui s'est un petit peu moins bien terminée. Je dirais à 50% à cause de moi. Okay. J'ai ma part de responsabilité là-dedans. J'ai envie de dire que j'avais beaucoup de responsabilités au début du mandat, ce qui était parfait, mais ça s'est ajouté. Puis moi, ben j'en prenais. Hey, on me fait confiance, puis j'ai jamais fait ça, puis hey, c'est le fun. Puis telle personne est malade, fait qu'on t'es bon là-dedans, tu vas pouvoir... Puis j'ai jamais dit non. Surtout à cette époque-là, maintenant, on parle beaucoup plus de santé mentale. J'ai pas levé la main pour faire... Ça n'a pas de bon sens que je passe du 7 jours sur 7, que souvent je sorte de la salle de montage à 2 h le matin. C'est pas un rythme qui est tenable. Puis des fois, même quand tu osais peut-être un peu l'évoquer, les gens le disaient, ben, si moi je le fais... Ça va être un autre. Ben oui, ou moi je le fais, fait qu'il faut que tu le fasses. Ouais. Ce qui n'est plus vraiment quelque chose qu'on devrait dire. Donc, j'ai été un peu mis au pied du mur de, oui, on te reprendrait pour le contrat, mais il y a ça qu'on n'a pas aimé. Et là, je me suis senti, j'ai mal fait mon travail à certains égards, j'ai pas été bon, je me suis déçu. Je me suis beaucoup déçu là-dessus. Je me suis senti très, très jugé, mais jamais aussi sévèrement que comment moi, je me suis jugé. L'estime de soi. Ça a été un des moments les plus difficiles de ma vie. Il y a vraiment eu une remise en question. Je me suis mis d'avoir pleuré, puis mon Dieu, je suis pas une bonne personne. Ça a fait comme, OK, il faut que je sorte de ce milieu-là, pas parce que c'est de la faute de tout le monde. Là, comme je le disais, j'avais ma part de responsabilité, mais c'est plus pour moi, au moins pour ce moment-là. Donc, il y a eu, je pense, un signe de la vie de faut que je crée du bonheur, il faut que je m'en crée. Fin de cette parenthèse-là. Je repars où tu étais avec la fin de ton questionnement. C'est vraiment difficile de répondre parce que ça fait des centaines de moments qui sont réalisés depuis 10 ans. Autant un homme d'un comité de direction d'une grosse compagnie de Québec qui ne voulait pas être nommé, qui part à la retraite, puis on me dit on ne veut pas lui donner la traditionnelle montre. Ça, moi, j'adore ça, entendre ça. On n'est plus là-dedans, les cadeaux matériels. Je pourrais t'en parler une demi-heure juste là-dessus, puis en citant des études qui montrent... Tu tapes dans le dos. Ah, là, tu sais. Ben, cet homme-là, je n'ai pas la preuve écrite, mais tu vas être d'accord, je pense, avec mon propos, c'est la seule personne au monde qui, pour son départ, n'a pas reçu de montre, mais a revécu sa première date avec sa femme 41 ans plus tard au même endroit. C'est ça le cadeau, le moment qu'on lui a créé. Je pense à une dame en fin de vie. En 2019, il y a un bel article dans la presse qui annonce donc le département des moments. J'ai ce grand privilège-là. Il y a une dame qui m'appelle, qui me dit « Faites-vous des célébrations de la vie? » Puis à l'époque, j'en avais jamais fait. Fait que je l'écoute. Ma grande amie étant vraiment aux prises avec un cancer qui est incurable, donc possiblement sur ses derniers 1000. C'est une femme exceptionnelle qui a vécu une enfance là, atroce, pas de famille, de l'abus. Mais elle a toujours
persisté et été capable de choisir la lumière. Elle s'est fait une famille de 63 amis qui l'entourent. Il faut la célébrer, puis on a un budget pour ça. Elle s'appelle Marie-France. On a créé un premier moment pour elle, 22 décembre 2019, lié à Noël. Ça a été super. Je pars dans mon Abitibi pour les fêtes, je reviens, Joanne me contacte et elle me dit « Tu sais pas quoi, Jean-Pierre, Marie-France m'a avoué que ce moment-là l'a tellement porté qu'elle a dit « Moi, j'en ai pas de famille, je prends une grande partie du budget que j'ai pas de raison de mettre sur un testament, puis je veux des moments jusqu'à la fin. J'en veux. J'en veux. » Et le plus gros qu'on a créé s'appelle La vie, le temps et l'amour. Puis c'est lui que je vais te raconter en 2 minutes, si tu me le permets. Ben oui. Elle avait un rêve de prendre une limousine. Donc, ce matin-là, il y a une grande limousine blanche qui arrive chez Marie-France, qui est avec son amie Joanne. Déjà, elle capote. Elle embarque. Quelques coins de rue plus loin, c'est la vie qui embarque. La vie est incarnée par Guylaine Gay, qui est toute vêtue de blanc, qui s'est fait une couronne de feuilles et de fleurs, et qui lui lit un texte sur mesure, mais vraiment comme si c'était la vie. Avec des phrases comme « Je sais que j'ai pas toujours été tendre envers toi, mais sache, Marie-France, que parmi ma collection d'humains, tu es vraiment une des plus inspirantes. Et je suis là avec toi, je t'accompagne. » Et elle dépose la couronne sur sa tête. C'est très, très, très touchant. Mm. La vie sort. Plus loin, c'est le temps qui embarque. C'est Simon Boulris, qui a un grand sablier. Tourne le sablier et commence son texte. Un texte de Simon Boulris sur mesure, où il lui dit, il lui partage un clin d'œil qui ressemble à quelque chose comme ça. Je regarde le sablier. Et quand on traverse ce que tu vis, Marie-France, on se dit, est-ce que je suis parvenu dans mon chemin de vie à être un grain de sable pour quelqu'un? Peut-être même une plage pour que cette personne-là puisse se reposer. Tu sais, Simon sort et on débarque les 2 femmes au belvédère du Mont-Royal. Je fais sonner la cabine téléphonique, puis je ne suis pas Luc Langevin, j'ai quelques petits tours de magie. Marie-France décroche, je suis caché derrière un arbre et je lui dis « Marie-France, on a cherché qui pouvait incarner l'amour. » On s'est dit « On est bien niaiseux, l'amour, on l'a, l'amour, c'est toi. On va t'inviter à suivre les signes jusqu'en haut. » Elle raccroche. Il y a quelques amis, eux aussi cachés un peu plus loin, qui sortent avec un traîneau. On est en janvier, une grosse couverture, chantent des cantiques jusqu'en haut. Et là-bas, quelqu'un lui tend une paire de jumelles. Elle découvre au loin, sur un immeuble du centre-ville, un immense panneau où c'est écrit « On t'aime, Marie-France ». Il y a eu ensuite, elle se retourne dans les marches du chalet du belvédère du Mont-Royal. Il y a eu des jeunes choristes qui lui ont offert deux chansons de son film. Les choristes, son film fétiche. Mais son personnage préféré, c'est Mary Poppins. Joël Lanctot, qui l'incarnait Juste pour rire, sort de parmi les jeunes chanteuses habillées en Mary Poppins, lui fait une toune. Les touristes sont là, ils prennent des photos, ne comprennent pas ce qui se passe. Et là, je sens Marie-France ébranlée par tant d'amour. Joanne l'assoit sur la balustrade à l'écart avec elle, ouvre son ordinateur, puis elle lui dit « On a un dernier cadeau pour toi, un dernier ami. » Et c'est le seul et unique, le grand docteur Patch Adams, qui lui offre un poème en vidéo. Ce moment-là, évidemment, est plus grand que grand. Marie-France nous a quittés juste au début de la pandémie. Ça a été difficile. Elle était même venue à la maison. C'est devenu quelqu'un que je côtoyais. Et quelques semaines après, toujours la grande amie Joanne qui m'appelle, puis elle dit « Tu sais pas ce qui s'est passé. » Dans son testament, dans son héritage, elle a laissé un mot à Joanne disant « Voici un montant pour que des inconnus puissent vivre des moments de lumière parce qu'ils m'ont tellement fait de bien. » Et depuis, Joanne et moi, on réalise des moments au nom de Marie-France. On en a encore fait un il y a quelques semaines pour une super femme atteinte d'un cancer qui, elle aussi, se guérira pas. Puis ça a été financé, ce moment-là, par l'héritage de Marie-France. Fait que même une fois décédée, elle continue les moments à travers toi, ton... Il y a ce fil rouge-là qui est là. Fait que tu sais, quand tu vis des choses comme ça, c'est comme un scénario de film. Tu peux pas avoir des regrets d'avoir écouté ta petite voix. Puis... Pas du tout. Puis t'es dans une prise de conscience de... Moi, je change pas des vies. On l'évoquait tantôt avec des cadeaux matériels. J'essaie de changer des minutes humblement avec mon équipe. Puis quand un inconnu ou une inconnue s'endort le soir puis repense à notre moment, c'est quand même un privilège là, que quelqu'un que tu connaissais pas 24 heures avant s'endorme en pensant à toi puis à ta gang. Oui.
C'est excessivement précieux. Oui, puis c'est enivrant, tu sais, comme même moi, quand je prépare mes textes, il y a des gens que je connais un petit peu plus, comme toi, même si on se connaît pas beaucoup, il y a des gens que je connais pas du tout, puis de les présenter, puis de les mettre en valeur, puis de faire une recherche, de me connecter sur ce qu'ils ont réalisé, tu sais, puis de les mettre c'est très nourrissant, c'est très... On gagne beaucoup. Oui. Fait que je suis, tu sais, le fameux X dont on parle souvent. Je suis sur ce X-là et j'aspire en mettant énormément de travail et d'efforts. Dieu sait, je travaille fort à faire grandir ces entreprises-là pour que plus de gens aient de moments de bonheur. Puis je me cache pas, là, même si on parle de fin de vie, je veux faire des sous parce que moi, plus je vais faire des sous, plus il y a des gens qui auront eu des moments de bonheur. Il y a ça aussi. Oui. Demain matin, une grosse production t'appelle. Le gros chèque au bout de ça. Tu fais quoi? Hey, c'est super drôle parce que après avoir animé la quotidienne de Star Academy, moi, je pensais que j'étais parti, là. Puis là, on le raconte, ça a l'air de ça, mais il y a eu une période de 6 mois où il s'est absolument rien passé. Où je m'étais donné comme défi, tu fais un appel téléphonique, tu envoies un courriel, tu fais un démarchage une fois par jour. Au bout du 5e mois, j'ai un souvenir de moi sur mon divan de cuir à l'époque qui appelait à vente. Et là, je me dis, je pense que je commence à toucher une dépression. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sous qui rentrent. Il faut que je continue à payer, évidemment, mon petit condo. Puis je pensais que j'avais atteint quelque chose, sans me prendre pour un autre, mais qu'il y aurait au moins une offre, qu'il n'y avait rien. Je ne suis pas gêné de le dire. Le téléphone n'a pas sonné. Puis c'est le rejet, hein? C'est exactement le rejet, Claudine. Oui. On ne m'a pas aimé. J'ai espéré ça toute ma vie. J'ai pas été bon. Fait que... je suis en train de faire une parenthèse. Là. J'ai revu exactement ce moment-là sur le divan que je t'évoque, sur le divan noir. Rappelle-moi la fin de ta question pour que j'y revienne. Ben, en fait... Oui, l'offre. Oui, c'est ça. Oui. Donc, je cogne à une porte de gens à TVA pour dire, bon, ben, ma carrière télévisuelle devant est finie. Elle aurait été plus courte que je pensais, mais au moins, j'y ai touché. Je suis un créatif. Je peux-tu embarquer dans une de vos équipes? T'sais? Et il y a une dame qui était là, qui s'appelle Ginette, que j'aimais beaucoup. On a des rencontres, mais moi, j'ai l'impression que s'il arrive une offre demain, le gros contrat, c'est exactement ce que tu viens d'évoquer. Avec le gros salaire, tu vas nous laisser tomber. Et elle m'a textuellement dit, qu'est-ce qui arrive si Salut Bonjour Week-end t'appelle? Et je pense qu'elle ne le savait pas. Je pense pas qu'elle était dans ce secret des dieux-là que ça arrivait. Puis je suis parti à rire, je me suis dit, voyons Ginette, c'est bien que ça n'arrivera pas. Et c'est quelques jours, quelques semaines après que l'offre est arrivée. Je l'ai accepté parce que ce chemin-là, il y a une partie de moi qui sentait qu'il n'était pas terminé. Puis pour moi, animer, ça demeure la même chose qu'à 3, 4, 5, 6 ans. C'est un jeu. J'aime beaucoup faire ça. Maintenant, si ça arrivait à nouveau, si c'est en lien, comme je tentais d'expliquer tantôt avec ce que j'ai développé puis avec ma couleur. Ce que tu as le goût de faire. Oui. Puis je pense que je suis capable de faire, c'est un gros oui. Si c'est de dire, hey, il y a telle grosse production, mais c'est zéro en lien avec ce que je fais, puis on peut jamais jurer parce que ça n'arrive pas, tu n'es pas en train de me le proposer, mais je vais te répondre maintenant. Je pense que ce serait non, en disant il y a des gens beaucoup plus talentueux et qualifiés que moi qui peuvent faire ça. Tu as des animateurs de carrière, je pense à mon ami Benoît Gagnon, j'ai toujours gardé un lien avec lui depuis Salut Bonjour. Je pense à Sébastien Benoît aussi, un chic type. Tu as des animateurs de carrière qui animent, qui font ça les deux doigts dans le nez, qui sont très talentueux, qui font ça depuis toujours. Et oui, qui vont trouver un projet qui leur ressemble évidemment, mais c'est leur job. Je pense pas que c'est mon parcours finalement. Puis tu sais que ça pourrait certainement être éphémère aussi. Mais puis ça, je vis avec le fait que ça pourrait être éphémère. Ça me va. J'ai envie de le faire à la radio, j'ai envie de le faire à la télé, mais je veux que ce soit... Avec les moments. Oui. Justement, est-ce que tu as pensé à comment tu aimerais qu'on te célèbre, toi? Eh boy. Qu'est-ce que tu voudrais avoir? Cordonnier mal chaussé qui a honte de dire qu'il n'a pas encore fait son testament. Je sais qu'il faut que je le fasse. Ouais. Je le sais pourquoi il faut le faire. Je le sais que je ne veux pas laisser ce fardeau-là à ma blonde puis ma famille. Il faut que je m'y mette. Fait que ça te dit à quel point j'ai encore moins pensé à ce que je voudrais, moi, comme célébration. Je ne sais pas quoi te répondre. Je le sais pas. Est-ce que tu voudrais que ça soit aussi grandiose que ce que tu fais pour les autres? Bien,
Tu sais, tu dis grandiose, puis je comprends, Oui. parce que ça sort des sentiers battus, mais en même temps, Oui, c'est souvent intime. Oui, il y a je ces deux comprends. côtés-là. Tu sais, je pense à la dame atteinte de cancer dont je te parlais. Mm. Sa célébration, elle a eu une carte là, dessinée, une carte au trésor, puis elle a été à la baie de Beauport pour trouver un coffre qui était caché avec une mission, puis avec ses proches. Tu sais, c'était tout petit, mais grandiose en même temps. Mais c'est toutes les attentions. C'est les C'est attentions, ça. c'est les détails C'est les détails. qui font que c'est grandiose. C'est les détails. Ça, là, il y a là-dedans une obsession, non pas dans ma vie de j'ai pas de toc de rangée, au contraire, ma blonde elle dirait qu'il pourrait en avoir un. L'obsession du détail dans les moments. D'en faire une tablée. Les chaises de bois, je les ai achetées toutes sur Marketplace, les 200 que j'ai, parce que ça n'avait plus de bon sens. Depuis la pandémie, ces chaises de bois-là sont rendues 75$ chaque. Tu sais, ça n'a pas de sens. Fait que j'ai couru partout au Québec pour aller chercher mes petites chaises à 5 et 10$. Puis quand je les ai mis dans l'avant-dernière tablée, je me disais, hey, je vais les mettre des plus foncés au plus pâles au milieu. Ça va être super joli. Personne qui a remarqué ça. Personne n'a remarqué qu'il y avait comme une espèce d'arc-en-ciel de bois. Moi, ça m'a fait du bien. Fait que oui, je peux être prêté si tu sais, des gens à l'écoute. Je le sais pas, c'est la vérité. Oui, je voudrais évidemment que mes proches soient là. Je voudrais pas que ce soit dans le triste. Ça me tente pas. Peut-être que je serais touché que des gens, dans les 10 dernières années, qui ont eu des moments, soient là dans ce fil rouge qu'on a essayé de créer pour eux, comme pour moi, comme pour nous avec l'équipe. Je voudrais pas que ce soit trop dans le flattage de poils. Il est donc exceptionnel. C'est pas ça. Moi, je suis pas plus extraordinaire. Ce super pouvoir-là de changer la vie des humains, on l'a tous. C'est juste que moi, j'ai choisi de l'activer. Tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent actuellement l'ont également. Puis, c'est le fun. De plus en plus, il y a, par exemple, des livres et des conseils pour prendre soin de soi, de sa santé mentale, enfin. Mais un truc dont on ne parle pas, et je suis là-dessus activement dans mon développement de projet, prendre soin des autres, ça aide notre santé mentale à soi. Pas dans s'oublier, pas dans... J'ai tellement d'admiration pour les proches aidants et aidantes. Ils ne sont pas tout le temps d'en prendre soin de soi parce qu'ils donnent énormément, mais créer quelque chose, un moment de bonheur pour quelqu'un, on le dit depuis tantôt, là, ça nous rapporte à nous aussi. Fait que je veux pas trop de flattage de poils. Là. Ça va me gêner même en dessous, en haut, peu importe où je vais être. Ça me tente pas. Ça va me donner peut-être l'impression de signer l'autographe à la caisse 4 du métro. Là. C'est qui, lui? Pourquoi ils font ça? Mais raconter à quel point faire du bien, ça nous fait du bien. Par rapport aux gens que t'aimes, as-tu déjà pensé à ça, de tes êtres chers qui vont quitter et qui... Ce que moi, je leur ferais ou ce que je voudrais qu'eux me fassent? Ben non, ce que toi, tu dis, écoute, tu sais, j'arrange ça pour des futurs, tu sais, pour des purs inconnus. Donc, est-ce que des fois, inconsciemment, tu dis, ben écoute, quand ça sera telle personne qui est un de mes êtres rapprochés... Je me permets pas d'aller là. Okay. Par contre, pour te donner un petit exemple concret, mes parents, pour Noël, il y a quelques années, j'ai dit à mon frère et ma soeur, mon frère qui a un studio de musique, une famille musicale, on leur offrira pas de cadeau matériel, on va chacun avec eux leur enregistrer la chanson de leur choix. Donc, André, Jean-François, moi et mon père, la chanson de son choix, et ma mère, mon frère, ma soeur et moi, sa chanson. Mon père a choisi Si Dieu existe, ma mère a choisi Something Stupid de Frank Sinatra. Ça a été un cadeau qui a permis de créer un moment. Pour le 70e anniversaire de mon père, quelques années après, ce qu'on a choisi de faire, j'ai pris une grande branche de bois de grève. J'ai contacté 70 personnes, des très, très près, d'autres plus loin, et je leur ai demandé en une ligne le moment le plus précieux vécu avec mon papa. On l'a résumé sur de jolis cartons, puis on les a tous suspendus sur cette branche-là. Donc, on y a donné une espèce d'œuvre d'art, le prof d'art plastique, qui peut consulter quand la journée est un peu plus difficile avec un moment précieux. T'sais. Ça, c'est ma façon de célébrer mes proches. Je préfère être dans une actualité puis un présent plutôt que de me projeter dans ce qui va de toute façon arriver trop. Étant donné que tu es comme, c'est ça, là-dedans pour d'autres individus, parlons-en un petit peu de ta famille. Donc, une fratrie de 3 enfants. Tu es le Benjamin. Le petit baboy. Tu dis le petit bad boy? Le petit bébé. Ma mère m'appelle encore son bébé. Fait que je ne peux pas dire. Qu'est-ce que comment je peux dire, qu'est-ce que tes parents t'ont transmis qui font de toi l'homme que tu es? Certainement, le cadeau le plus précieux, c'est
même à l'âge de 3 ans, d'indiquer que je veux aller dans une direction qui n'est pas facile. Hein? Oui, puis qu'ils ne connaissaient pas. Ton père était enseignant en plastique. Contact, quand même, à Montréal, c'est la grande ville. Puis, de me croire. Ils n'ont jamais ri. Et 2, de m'encourager. Jamais, je te regarde là, jamais ils m'ont dit c'est quoi ton plan B. Je n'ai jamais entendu cette phrase-là. Il y en a beaucoup qui l'entendent quand ils veulent aller dans les médias. Tout le monde, c'est tellement précieux. Pas juste dans les médias sportifs, astronautes, tu sais, des trucs où on a l'impression que c'est inaccessible. Ça, ils m'ont donné ça. Le sens du beau. Encore là, j'y pense parce que tu viens d'évoquer leur métier, prof d'art plastique. Le beau est là, bibliothécaire, le beau, les histoires, ça coule dans mes veines là, à minute. Là. C'est très, très présent. Le sens des histoires, d'avoir du beau, de créer du beau, c'est beaucoup là. Le côté humain, d'aimer les gens, je pense d'être humble, d'être accueillant. Mon père est un être qui a énormément travaillé sur lui après sa carrière de prof. Qui a fini... c'était difficile, là, prof d'art plastique secondaire 2, que les jeunes arrivent et disent ouvertement « Hey, on se crisse de ton cours, on n'a pas besoin de ça dans la vie. » Je me rappellerai toujours qu'il m'avait conté une jeune élève qui était un peu turbulente, puis il avait juste mis la main sur mon épaule et elle lui avait répondu, puis désolé pour les gros mots qui vont sortir, « Mon tabac, je vais faire une plainte pour harcèlement. » C'était devenu... Puis là, on parle pas de ceux qui étaient sous l'emprise de la drogue, des gens en secondaire 2... Pour quelqu'un d'humain comme lui, c'était devenu très, très difficile. Fait que je pense qu'il a commencé à prendre une demi-tâche, puis ça a fallu côté santé qu'il quitte après tellement de décennies heureuses, tu sais. Je l'ai eu, moi, d'ailleurs, mon père comme prof, mais ça, c'est un autre sujet. Fait que ce côté-là, humain, d'engagement, je pense que mes 2 parents auraient possiblement aimé, en tout cas ma mère, ces projecteurs-là. Ma mère avait un duo avec sa jumelle, une sœur jumelle quand il était jeune, ils chantaient très, très bien. Ils ont fait une petite cassette. Le grand-papa leur a interdit d'aller dans la grande ville. Je pense que ce côté-là, ces projecteurs-là... Elle a vécu un peu à travers toi. Je pense qu'il y a ça. Ça a du bon dans le support que je t'évoquais. Hein? Puis d'être là, puis d'encourager. Qu'est-ce qu'ils m'ont légué? Je pense une franchise... Je me suis beaucoup rapproché de mon père dans les dernières années. Fait que c'est beaucoup lui que je vois pendant que tu parles de ça, parce qu'on a ce lien-là. Qu'est-ce qui faisait que vous étiez comme moins près? Ah, ça, c'est facile pour moi de te répondre. J'ai eu ma crise d'adolescence sur le tard. Mon père s'est mis à me taper ses nerfs. Il ouvrait la bouche et j'avais comme presque les jointures qui serraient. Et quand ça s'est terminé, parce qu'ils sont divorcés, ça a été une décision beaucoup de mon papa. Moi, j'ai pris le bord de ma mère. Donc, moi, je me souviens d'être parti une fin de semaine. Elle trouvait ça difficile. Je lui apprenais c'était quoi faire des shakes pour manger, pour continuer à s'alimenter malgré la peine, malgré cette épreuve-là. Puis mon père, c'était presque un peu comme l'ennemi. C'est lui qui brisait la famille. Le petit dernier prend ça des fois un peu plus difficile. Hein? Je ne l'ai pas vu venir, moi. Pas du tout. Et un jour, mon Dieu, j'entre dans une intimité, mais en 2015... Je pense que c'est début 2016. Ma soeur et mon père sont chez moi. J'ai à ce moment-là un petit condo que je loue, là, minuscule. Et je suis en train de jaser avec ma soeur, puis elle évoque quelque chose de mon père. Puis je le sais qu'il est derrière moi à ce moment-là. Et je dis, je le sais, André, mais il me tape ses nerfs. Puis je le sais qu'il va l'entendre. C'est comme plus fort que moi. Puis là, il y a un gros silence. Et mon père est venu me voir. Puis il m'a dit, je comprends mon gars. Et j'ai trouvé ça beau, là. J'ai trouvé ça grand. Au lieu d'être choqué, de partir en pleurant. Il a dit, je comprends mon gars. Parce qu'il avait déjà commencé à travailler sur lui-même? Oui. Il était à la retraite à ce moment-là. Puis j'en parle, j'ai les yeux qui viennent un peu humides. J'ai trouvé ça, en fait, grandiose. Et c'est là qu'on a commencé le rapprochement. J'ai vu l'être qui était mon père. Ce bonheur-là de l'avoir dans ma vie. Et toutes ces années-là, depuis, ça fait 8 ans, on fait qu'on s'est rapprochés.
Là, une fois par année, il vient m'aider. Je suis en banlieue, j'ai une maison centenaire. Il m'aide à la rénover chaque fois. On fait un projet. On est beaucoup plus près qu'on était, puis c'est une des plus grandes fiertés de ma vie. Puis c'est comme lui qui a fait comme le premier pas en disant « Je comprends comment tu te sens par rapport à... » C'est tout venu de lui, là. Ouais, ça, je vais jamais oublier ce moment-là. Tu sais, tantôt, tu évoquais quand tes proches vont partir. C'est sûr que quand tous mes proches vont partir, ça va être difficile. Dans cette fratrie-là de 5, je suis plus près de ma sœur et de mon père. Puis c'est bien parce que ma mère et mon frère sont plus près. Fait qu'il n'y a personne qui est tout seul. Là, Et c'est clair, nos parents ne rajeunissent pas, que quand ce départ-là va arriver, ça va être une des grandes épreuves de ma vie. Mais il n'y aura pas cette notion-là de regret que d'autres ont. Puis j'ai tellement d'empathie pour eux d'avoir pas pu réparer ces fils-là qui étaient brisés. Nous, ils sont raccordés. Là. Le nœud est solide. Ouais. Les enfants, tu disais, donc, moi, les enfants, tu sais... Tu vois ma face tout de suite quand tu dis ça. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. On part, je te fais passer de... Mais les enfants, tu n'as pas d'enfants? C'est le grand rêve de ma vie. Ah oui? OK, fait que d'être animateur, là, bon, mais okay. Le grand rêve, c'est d'être papa. Oui, puis il est encore temps, là. Ben, moi, ça fait 15-20 ans que c'est quelque chose qui est très présent. Très prêt. Je vais revenir à ça. C'est une chose d'avoir le désir, puis c'est une chose d'être prêt, à mon sens. Tous mes chums de gars à l'époque étaient comme, mais là, ils sont tous papa, sauf moi. Et évidemment, quand t'es l'homme, le réflexe, tu l'as eu toi aussi, tout le monde nous dit, oui, mais t'as le temps, t'es un gars, il n'y a pas l'horloge biologique. On parle peu des hommes qui ont ce désir-là. Moi, j'avais le désir d'être un papa jeune. Tu sais, puis moi, j'ai eu mes années d'un bar. Je me voyais même, là, justement, à peut-être 45, début cinquantaine, sortir dans un bar avec mon jeune qui a 18 ans pour avoir du fun. Ce ne sera pas ça, là. J'ai 42 puis il n'est pas encore à l'horizon. Et ça a été une espèce de deuil de ne pas être ce papa jeune-là puis de dire, j'aurai pas une famille de 4 enfants. Ça n'arrivera pas. Je suis dans une nouvelle relation amoureuse où là, je pense qu'on est en train de mettre les pierres à l'édifice. Je pense que ça s'en vient. Puis elle est plus jeune que moi, donc elle, ça arrive. En fait, elle n'en avait jamais voulu. Puis là, soyez rassurés, j'ai pas mis de pression. C'est elle qui a amené le sujet en me voyant côtoyer les enfants de ses amis. J'ai une fascination pour tous les humains, mais en particulier, c'est dont on se jasait quand je suis arrivé, pour les aînés et les enfants. Pour moi, avec eux autres, il n'y a pas de bullshit. C'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de... décorum ou de... de paraître. Poker face. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Il n'y en a pas de ça. Puis je ne veux pas généraliser, mais tu sais, moi, j'ai eu plusieurs partenariats avec des amis, notamment avec le groupe Maurice. On a du fun. C'est simple. Et les enfants, dans un party, puis encore en fin de semaine, il y avait un brunch chez des amis de ma blonde. Je t'aime bien comme adulte, mais après 3 minutes, tu vas me chercher, je vais être avec les kids. Celui qui était... Quand j'étais petit, je voulais pas être avec la table des enfants. Moi, je voulais être avec les adultes. Je voulais jaser, puis j'avais des opinions. Puis les enfants, là, c'est le contraire. La table des adultes m'interpelle moins. Et moi, je suis celui qui joue avec les kids. Il faut que je les charme un à un. Il faut que j'établisse ce contact-là. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire. T'es pédagogue, t'aurais aimé. Absolument. Mais tu sais, quand on est jeune, on dit toujours la dernière chose que je veux faire, c'est ce que mes parents font. Ouais. Moi, c'était over my dead body, là, être prof. J'y ai touché un petit peu, comme je t'ai dit, pendant une session à Québec. Je pense que j'aurais eu ce côté-là. Ouais, je pense que j'aurais aimé ça. Mais j'aurais trouvé ça difficile. Là, on n'aborde pas tout ce que les parents, en fait, tout ce que les enseignants vivent actuellement. Puis j'ai envie de dire l'actualité politique avec ce front commun-là, puis ces revendications-là. On a l'impression d'ailleurs qu'elles reviennent tout le temps, que c'est jamais réglé, que c'est juste un pansement qu'on met pour... Ben, à travers une société qui se fait elle-même mal parce que l'éducation n'est pas valorisée. Alors, pour moi, ce que je martèle toujours, c'est on peut revendiquer n'importe quoi, on peut avoir les salaires qu'on aura, mais si justement la valorisation de l'enseignement, c'est ça, tu sais, c'est l'éducation dans la société, de voir des parents toujours avoir à redire ce que l'enseignant fait. Il manque d'éducation à l'éducation. C'est ça, exactement. On se tire dans le pied. T'sais, la société n'a pas à cœur l'éducation. Moi, puis c'est sûr qu'il y a des enseignants, enseignantes à l'écoute. Ce n'aurait pas été possible, dis-je bien, que le parent vienne me voir pour dire qu'est-ce qui arrive avec Jérémy à la maison? Pourtant, ça va super bien. Peut-être que le problème vient de vous. Puis pourquoi cette lecture-là est imposée? Ça ne correspond pas. Hey!
le gars qui a des opinions puis qu'on connaît pas ce côté-là, mais je suis quelqu'un qui est capable de tenir son bout. Claudine, je t'en passe un papier. J'aurais eu énormément de difficultés. C'est le côté politique dont on parlait tantôt. Ben oui, parce que là, tu représentes une institution, tu peux pas dire ça aux parents, de dire, gardez-le chez vous, monsieur, madame. Alors que tu mets des heures indues dans la préparation de tes cours, que tu puisses dans ton propre argent pour acheter souvent mobilier, livres, que tu essaies d'avoir des idées originales pour capter leur attention parce qu'ils voient tout sur les maudites tablettes puis les cellulaires. Fait qu'il faut que tu puisses pour trouver quelque chose qui va vraiment... Tu essaies de semer des graines parce qu'on a tous des professeurs marquants qui ont influencé notre chemin. Je vais oublier Georges, mon prof de français en secondaire 3. T'essaies d'être ça. Puis oui, je suis idéaliste. On veut être le Robin Williams de la Société des poètes disparus. Des enseignants qui manquent de cohérence, il y en a aussi, mais c'est pas la majorité. Là. C'est ça. Puis des parents, c'est la même chose. Il y a certains parents qui sont là-dedans, puis je veux pas généraliser. Je pense que la majeure partie des parents veulent former une espèce d'équipe avec le personnel enseignant, puis qu'on soit des alliés parce qu'on a le même objectif au fond. Fait que c'est la profession pour laquelle j'ai le plus d'empathie et d'admiration. Puis évidemment qu'on parle toujours des gens du domaine de la santé. Puis oui, c'est fou ce qu'ils font. Tu as partagé le quotidien aussi d'un enseignant au secondaire dans plastique. Ils l'ont pas facile, l'éthique culture religieuse en plastique avec des jeunes adolescents. C'était déjà difficile de ce que je te disais, je te racontais avec mon père à l'époque. Ça s'est pas remieuté. Puis le nombre d'élèves par classe qui augmente, puis les troubles, puis là, les troubles d'adaptation, puis là, il n'y a pas d'orthopédagogue, fait qu'il faudrait que tu... Mais je n'ai pas ces capacités-là, je me sens dépendant. Je trouve, puis j'en ai des amis profs, Claudine, en fait, je comprends pas comment nos jeunes font pour rechoisir cette profession-là, et je trouve ça d'une infinie tristesse. Il faut que cette profession-là soit rechoisie. Oui, puis redorée aussi, parce que c'est ça... Peu importe les salaires. On fait comment? On met l'éducation en priorité en tant que société. On respecte les enseignants en tant que parents, en tant qu'individus, en tant que société, comme on respecte un médecin quand on va dans son bureau puis qu'il nous prescrit, puis qu'on a peur de dire, on écoute, on ne lui dit pas comment nous ausculter, on ne lui dit pas par où commencer. Même chose si on va payer des dizaines de milliers de dollars à un avocat qui va nous représenter, on ne va pas lui demander comment faire son travail. On peut nommer plein de professions comme ça. Mais l'enseignant, parce que tout le monde était là à l'école à un moment donné, tout le monde pense qu'ils sont capables de dire à un enseignant comment faire, quel matériel choisir, comment intervenir auprès de l'enfant, etc. Il y a ça, il y a le fait qu'on est tous allés à l'école et je pense que le fait que ça interfère, en tout cas le parent qui se sent... challengé, c'est ça comme parent dans cette discipline, dans ses valeurs. Interfère dans lui, c'est ce qu'il ressent. En tout cas, j'ai l'impression dans ce qu'il essaie de faire à la maison. Mais à la limite... Il y a des gens qui décident de faire l'école à la maison puis qui le fassent. Oui, exactement. Puis ça devrait être complémentaire, justement, parce que, justement, ces enfants-là ne vont pas toujours avoir un employeur avec la même opinion. Ils vont avoir différents collègues de travail. Avec un, ça va marcher. Avec un, ça ne va pas marcher. Toujours. Donc, c'est ça. C'est une société. Ça prend un village, comme on dit, pour élever un enfant. Puis, justement, l'enseignant qui est différent, que ses règles de classe, il faut respecter ça. Quand les parents se séparent, ce qui se passe chez maman maintenant, ça se passe chez maman. Ce qui se passe chez papa, ça se passe chez papa. Maman n'a pas à faire l'ingérence et vice-versa sur ce qui passe chez l'autre. Ce qui est terrible, là, c'est que tous ces efforts-là ne durent qu'une année. Donc, par exemple, tes professeurs en première année, tout ce contact-là que tu essaies de bâtir, parce qu'il y a, par exemple, des difficultés à la maison, tu as quelqu'un avec sa personnalité qui est dans sa coquille. Tous les efforts qui sont mis, je dirais pas tombent, parce qu'évidemment, l'enfant repart avec son bagage, puis j'y crois beaucoup, mais c'est à recommencer avec des nouveaux amis et pour le jeune, c'est à recommencer ce lien-là de confiance qui n'est pas évident pour tout le monde à la deuxième, à la troisième. Hey, c'est quelque chose. Oui, c'est un éternel recommencement, puis c'est une adaptation. On dit que les enfants s'adaptent beaucoup à ce qui se passe. Donc, on te souhaite possiblement qu'un jour, on va se revoir, puis où on va voir passer ça, qu'il y a peut-être des bonnes chances que en tout cas, je te le souhaite. Écoute, on verra ce que la vie envoie. Hein. On peut vouloir... On disait tantôt, c'est ça, puis je voulais revenir à être prêt. Je pense que la vie fait bien les choses et que j'étais, dans mon cas en tout cas, c'est ça, les sens sont s'alignés quand ils seront prêts. Là, je pense que je suis un peu plus prêt. Là, tu es plus prêt, puis je suis certaine que tu vas justement savourer ces moments-là, vraiment. Je te remercie beaucoup, Jean-Pierre, vraiment d'être venu me rencontrer, puis je trouve que c'est des beaux projets que tu as, puis comme tu sais, ou peut-être que tu ne sais pas, je remets toujours un diplôme. Ça a l'air. Ouais. Ça a l'air.
Tu es pas mal un des seuls qui est allé voir mes podcasts jusqu'à la fin, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent un peu le début. Puis, Ils se rendent pas au diplôme. non, ils se rendent pas. Il faut se rendre au diplôme. Mais oui, c'est mais comme à l'école. ah oui, j'ai un diplôme. Ben oui, ça veut dire que tu n'as pas écouté mon podcast jusqu'au bout. Écoute, donc, certificat d'engagement décerné à Jean-Pierre Gravel. Pour avoir réalisé son rêve de petit garçon, pour son génie en herbe et de création, pour tous les artistes qu'il a habilement mis en valeur, pour son travail sans relâche et son souci du détail, pour ses qualités d'entrepreneur et de visionnaire, pour s'être recentré sur les valeurs qui l'animaient, pour ce moment familial qu'il chérit, initié et vécu à travers une chanson. Je le savais. Pour toutes ces... Ah oui, pas autant que toi. En tout cas, pour toutes ces personnes célébrées, pour tous ces moments créés, pour ces grosses productions auxquelles il a participé et qui ont pavé l'homme qu'il est devenu, puisqu'en portant sa voix à travers les flashs, les stars et leurs académies, il y aura toujours un après humain, lumineux à ses saluts bonjour. Ouais, là... Ça n'a pas de bon sens. Tu commences avec les présentations puis tu finis avec ça. Je la trouvais, je me suis magnifique. trouvée pas mal bonne. C'est magnifique. Tout est là. Écoute, j'ai le goût de la redire. Pour ces grosses productions, me fait plaisir, là. Puis je l'entendre parce que je trouve que c'est bien, parce que c'est vraiment du choix que tu as fait, d'après ça, d'être lumineux, parce que ce que tu fais, c'est lumineux par rapport aux autres. T'sais. Pour ces grosses productions auxquelles il a participé, qui ont pavé l'homme qu'il est devenu, parce que c'est vrai, là, toutes les productions, c'était des grosses productions, entièrement. Ça demandait, il y avait du direct, c'est vraiment avec des gros noms. Puisqu'en portant sa voix, hein, tu t'as parlé de la voix, justement, l'émission de la voix, à travers les flashs, les stars et leurs académies, il y aura toujours un après humain et lumineux à tes saluts bonjour. C'est en plein ça. Alors vraiment, c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite aussi, à travers tout ça, un des plus beaux rôles qui soit, celui d'être papa. Mais sinon, je sais que tu feras certainement la différence à travers, en étant avec d'autres jeunes, en étant avec... Est-ce que tu es oncle? Est-ce que tu... Pas encore. Okay. Fait que tu comprends bien que mes parents... Là, les parents ils disent, là, sur 3, là, il y en ait un qui... Fait qu'on va se mettre là-dessus comme éventuel cadeau de Noël. Moi, je veux te dire un gros merci, puis à Sophie, puis à toute ton équipe. Oui. Puis c'est Juliette aussi qui était là tantôt. Oui. Puis je laisse souvent les gens avec une phrase, des fois au début, des fois à la fin, que je trouve importante et qu'on devrait, à mon sens, apprendre sur les bancs d'école quand on est petit. Puis tu vas comprendre pourquoi. Tous les humains partagent le même ADN à 99,9%. Pas 90, pas 99, 99,9%. C'est super important qu'on valorise la différence. On a raison. Il faut le faire, puis on a chacun notre couleur, puis nos outils à apporter à une discussion, puis à la vie ultimement. Mais on a beaucoup plus de points qui nous relient que de choses qui nous différencient. Et on dirait que je me répète souvent, si les jeunes apprenaient ça dès le départ, tu sais, l'intimidation, le jugement, puis ultimement, la guerre, c'est ton frère que tu as en avant de toi, c'est ta sœur. Alors, si on était capable là, de se rappeler ça, tout le monde, puis de se dire, même ceux qu'on n'est pas capable de sentir, c'est pas vrai que j'aime tout le monde, là. C'est pas vrai qu'il est fin que tout le monde, puis j'ai mes défauts aussi, mais cette personne-là a une valeur. Elle ne peut pas ne pas avoir de valeur. On a la même chose. Je suis en train de me dire, si elle n'a pas de valeur, que j'en ai pas moi non plus. On se ressemble beaucoup plus qu'on se différencie, mais parfois, les milieux d'où on vient, des fois, ce qu'on entend aussi, ce qu'on nous inculque, ce qu'on nous enseigne, l'éducation, fait en sorte que, tu sais, justement, on se divise davantage qu'en réalité, ça serait beaucoup plus facile de rester comme c'est là parce qu'on se ressemble beaucoup plus qu'on ne se ressemble pas. Fait que c'est correct de prôner la différence, c'est super, mais est-ce qu'on peut aussi revenir de l'autre côté du ballon? Prôner la ressemblance. Merci. Prôner la ressemblance. Ah, t'as un autre projet? Possiblement. T'as vu ma face, hein? Possiblement. Un gars de projet. Hey, merci mille fois, Jean-Pierre. Ça n'est qu'un au revoir, vraiment, parce que je pense qu'on aura peut-être des projets communs où on va collaborer sur de faire briller l'humain. C'est ce que je fais à travers le podcast. Et puis. J'ai mon étoile. Donc ben oui, t'as ton étoile, t'as ton diplôme, mais bien mérité. J'aurais pu marquer bien plus. Hey. Puis venez nous voir sur nos réseaux, hein, département des moments, départementdesmoments.com. On répond à tout le monde. Il n'y a pas d'intelligence artificielle chez nous qu'on prend dessus. Non, c'est ça. On répond à tout le monde. Venez voir les belles histoires puis venez vous inspirer. Oui, c'est ça. Puis de
de faire en sorte, puis de reconnaître le fait, puis c'est ça, comme tu disais, là, ce que tu désires, puis ce que tu veux atteindre comme objectif, c'est de faire comprendre aux médias, puis aux grosses instances, que de faire briller les inconnus, ça peut faire une grande différence parce que les inconnus, c'est la majorité de la population. Donc, de se reconnaître. Puis, ça se fait de toute façon en vase clos, quand les gens se réunissent ensemble autour d'un verre dans un restaurant où les gens se parlent, s'échangent. Ça doit être intéressant s'ils le font. Bien, exactement. Donc, pourquoi ne pas faire à grande échelle pour que lorsque quelqu'un qui est seul à la maison, qui vit de la solitude, ouvre sa télé et dit, écoute, ben, ça me ressemble, mon Dieu, que cette dame-là, ah oui, moi aussi, j'ai vécu ça. Donc, il s'identifie encore plus, il ne se sent beaucoup moins seul à ce moment-là. Merci. À la prochaine. À bientôt. Bienvenue.